Europe Soir Weekend. Jeanne Baron. 18h34 sur Europe 1. Ça fait débat, le pouvoir d'achat, cette fameuse loi qui a été votée hier au Sénat. Le Sénat a adopté ce premier volet de mesures. Lundi, députés et sénateurs vont se réunir en commission mixte paritaire pour tenter de s'accorder sur une version commune du projet de loi. À mes côtés pour en parler, pour en débattre, William T. Bonjour, vous êtes le président du think tank Le Millénaire. Bonjour. Dorian Dreuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, membre de l'Institut Jean Jaurès et président de l'ONG À Voter. C'est une bonne nouvelle qu'on ait réussi déjà à se mettre d'accord entre députés, entre sénateurs sur cette loi pouvoir d'achat, Dorian Dreuil. Alors, ils n'ont pas réussi encore à se mettre d'accord. C'est justement Commission pour ça mixte qu'il y paritaire aura de la lundi. commission mixte paritaire. C'est que ça le sent projet bon. de loi a été voté au Sénat, elle a été amendée, enrichie, travaillée. Et maintenant, il y a cette nouvelle étape de commission mixte paritaire qui réunit des députés, des sénateurs, et qui aura pour objectif de trouver une version concordante entre les deux chambres. C'est une bonne nouvelle, je pense, parce que c'est aussi ce qu'attendaient les Français. On l'a vu que la thématique du pouvoir d'achat n'a jamais été aussi forte Extrêmement récurrente. que pendant la campagne. Bien sûr. Et même bien avant. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur les cahiers citoyens du grand débat national. Dès 2019, c'était des thématiques qui étaient prégnantes, qui étaient sous-jacentes, qui existaient dans la société. Donc, c'était pas une surprise de la voir de voir ce sujet devenir un thème politique. Et c'est bien que cette préoccupation de chacun se traduise de manière législative. Alors c'est d'autant plus intéressant que dans la configuration qu'on a aujourd'hui du Parlement, il y a presque un apprentissage de cette nouvelle méthode dont on parle, qui est en fait le débat, le compromis. Mais est-ce qu'on redécouvre ici la démocratie, Dorian On Dreuil ? C'est réapprend ça. tranquillement, jour après jour, ce qu'est la démocratie parlementaire. On réapprend enfin ce qu'est la démocratie. Oui, un texte ne sort pas d'un cabinet ministériel, n'arrive pas à l'Assemblée nationale, voté en l'état, et ça passe comme une lettre à la poste. Non, c'est des débats, ça demande du compromis. On apprend aussi le compromis dans la vie politique française. C'est un vrai changement culturel de pratique politique. Et on apprend le débat, le compromis. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui n'existait pas ou qui existait peu, je pense, dans la pratique politique de notre pays, qui tombe assez facilement dans les postures, voire les caricatures, et qui là va devoir faire cet effort pour répondre aux attentes des citoyens. Une inflation qui s'est établie à 6%. C'est beaucoup, 6%. Fallait agir vite, William T. Le projet qui a été adopté ou qui va être adopté va dans le bon sens dans la mesure où il répond à un besoin conjoncturel. C'est-à-dire que ça permet de soutenir le pouvoir d'achat des classes moyennes, des classes populaires dans un besoin immédiat. Est-ce que ça va permettre de répondre aux crises françaises depuis 40 ans ? Je pense que c'est là où on a une difficulté. C'est qu'en fait, ils se sont mis d'accord sur un besoin immédiat parce qu'ils étaient mis sous l'urgence. C'est-à-dire que le gouvernement avait une pression de l'opinion publique et les Républicains, s'ils voulaient rester un parti de gouvernement, étaient obligés de faire un accommodement ou un compromis avec la majorité présidentielle pour aboutir à un accord, sans quoi on leur aurait rétorqué « vous ne voulez pas travailler, vous faites une opposition de blocage ». Et s'ils ne voulaient pas rentrer dans cette confrontation, ils étaient obligés de s'adopter. Est-ce qu'ensuite, après, ils sont arrivés sur une réforme structurelle qui permet de répondre à toutes les problématiques françaises ? Comme vous le rappeliez justement, en fait, on l'avait vu au moment de la crise des Gilets jaunes, c'est que la crise des Gilets jaunes se révèle, c'est le déclassement des classes moyennes occidentales qui ont été victimes de désindustrialisation et de ce qu'on appelle la mondialisation néolibérale depuis les années 80. Là, on vit un deuxième phénomène qui est une sorte de troisième choc pétrolier comme ce qu'on a vécu dans les années 70 et on n'a pas de remède pour y répondre. C'est-à-dire qu'entre 45 et 79, on avait Keynes qui nous donnait les remèdes sur comment faire. Entre 80 et 2008, on avait Milton Friedman qui nous expliquait comment faire pour répondre aux crises. Là, on n'a pas de remède. On n'a pas d'économiste qui a théorisé ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on a une croissance qui est très faible, une inflation qui dépasse l'augmentation des revenus, et donc on aboutira vraisemblablement à une crise dans la mesure où on ne peut plus jouer sur la question de l'endettement comme dans les années précédentes. C'est-à-dire que le gouvernement, avec le Parlement, doit à la fois donner plus de pouvoir d'achat, donc une politique budgétaire en augmentant les déficits, et en même temps, il y a une crise financière qui s'avance. Ménager les finances publiques. Tout à fait, parce que c'est là où il Mais a cette question, William T, et vous aussi, Dorian Dreuil, où est-ce qu'on va chercher l'argent ? Alors, dès lundi, notamment dans cette commission mixte paritaire, mais aussi auprès des sénateurs, les sénateurs, eux, vont s'attaquer au budget rectificatif avec cette idée, vous savez, de taxe sur les super profits. C'est une piste intéressante pour aller chercher l'argent là où il y a ? Il faut quand même le dire, 5,7 milliards de profits pour Total, juste durant le dernier trimestre là, 2022, c'est énorme quand même. C'est effectivement énorme et je pense qu'il faut se poser la question autrement. C'est
pas où est-ce qu'on peut trouver l'argent, c'est comment on peut le trouver. Parce que le où, on sait répondre à cette question, vous venez de le dire. On sait aussi, on connaît les mécanismes d'optimisation fiscale. Moi, j'ai quelques temps travaillé chez Oxfam France, qui produit beaucoup d'analyses et de rapports là-dessus, notamment. Donc, on doit pouvoir trouver les moyens à la fois budgétaires, mais c'est philosophique aussi derrière, c'est aussi politique. C'est aussi de répondre à une question qui est celle de la dignité de la vie, de l'égalité face à cette crise qu'on observe et que vous détaillez tout à l'heure, à un moment, à une époque où on manque d'analyse intellectuelle et presque de traduction politique, d'analyse intellectuelle de ces enjeux. Mais Dorian Dreuil, vous venez de le dire, on sait où sont les entreprises, pour ne pas forcément les stigmatiser, mais où il y a de l'optimisation fiscale. On sait ça. Pourquoi est-ce qu'on est encore contre une loi sur les super profits? Je trouve ça aberrant. Qu'en est-il? Parce que c'est pas bien de dire ça, qu'il faut prendre de l'argent quand il y a des super profits? C'est une vision politique. De dire ça, c'est une vision politique. Et ce qu'on observe aujourd'hui au Parlement, au Sénat ou à l'Assemblée nationale, c'est le retour des idéologies et des visions politiques. Ce qui est sain, ce qui est bien. Et cette taxe sur les super profits, elle est notamment défendue par la gauche, qui retrouve aujourd'hui une sorte qui se retrouve dans cette idéologie politique sur ces sujets d'optimisation fiscale. Et elle n'est pas soutenue par plutôt la droite, qui traditionnellement n'est pas pour ce type de taxation. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça avance quand même dans les esprits, dans la mesure où on commence toujours par de l'incitation et on passe après, généralement, à de l'obligation. Alors, vous savez, il y a aussi cet amendement pour plafonner les loyers à 3,5%, notamment pour les loyers commerciaux. Ça s'applique aussi pour les loyers des particuliers. Est-ce que ça, c'est une bonne chose ? Parce qu'en même temps, comme dirait Emmanuel Macron, on plafonne ces loyers à 3,5%, notamment pour les particuliers, ce qui est bien en réalité. Mais quand on est un particulier qui a investi un peu dans la pierre, quand on n'a que ça, est-ce que c'est une bonne nouvelle avec l'inflation, avec les prix qui continuent d'augmenter, avec les taux qui ne vont pas rester là où ils sont ? C'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans une situation qui est très compliquée et on peut critiquer le président de la République, mais je pense que personne n'aimerait être à sa place dans la mesure où c'est la plus grande crise depuis le deuxième choc pétrolier de 79. Depuis plus de 5 ans d'ailleurs, personne n'aimerait être à sa place et personne ne veut vraiment être à sa place. C'est un choix quand on se présente. C'est un choix de se présenter. Non, sur la question du plafonnement des loyers, la difficulté c'est que le plafonnement à 3,5 est inférieur au taux d'inflation. Ça veut dire que les propriétaires s'appauvrissent en louant. Et donc il est possible qu'ils refusent de louer dans la mesure où on a un marché immobilier qui est bloqué. Et si par cas on a un problème sur le plan immobilier, on a un problème de mobilité, donc on aura un problème après d'emploi et ensuite après de pouvoir d'achat. C'est assez compliqué. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Tout à fait. On a une difficulté qui est importante. Et puis sur la question des taxations des profits, je pense que c'est plus profond que ça. C'est en fait, il y a deux sujets. Il y a la question des entreprises qui font de l'optimisation fiscale, qui est pas loin de la fraude fiscale, mais qu'on va appeler optimisation pour rester correct. Cela, il faut faire en sorte qu'ils payent plus d'impôts et différentes réglementations ont été mises en place, notamment une réforme de l'OCDE qui permet une taxation de base minimale. Sur la question des super profits, je pense qu'on a un risque qui est très important qu'il faut expliquer aux personnes qui nous écoutent, c'est que évidemment, on peut se dire que Total a des bénéfices qui sont très importants. La difficulté, c'est que Total est une entreprise à secteur très concurrentiel, c'est le secteur énergétique, ça veut dire qu'ils font face à des plus grands qu'eux, ExxonMobil, British Petroleum, etc. Si par cas, on taxe Total trop tôt, alors qu'ils sont en cours de transition, notamment sur le plan énergétique et sur le plan de modèle, ils n'ont pas assez d'argent pour investir, en vue d'investir sur l'énergie du futur et ils prendront du retard dessus. C'est pour ça notamment. C'est étonnant d'entendre que Total n'a pas assez d'argent dans votre bouche. C'est étonnant, mais il faut assumer les positions qui sont compliquées. Et donc c'est pour ça que je pense que le gouvernement est réticent sur ces enjeux-là, parce que si par cas vous taxez trop fort, comme sur la question d'EDF, on avait bloqué l'augmentation des prix de l'électricité, on a vu que EDF était tombé très rapidement en faillite. Et la question de la faillite d'EDF et la question de l'augmentation de l'endettement n'avait pas permis de maintenir le parc nucléaire en l'état, et ce qui nous a conduit éventuellement, qui nous conduira éventuellement en décembre, à une question de pénurie d'électricité. Je pense que ce que veut éviter le gouvernement sur la question de Total, c'est que Total n'ait pas assez de marge et notamment ne soit pas en capacité d'investir. Moi, je pense que ce qu'il faut demander à Total, c'est deux choses. Non pas de les taxer plus fortement, mais de s'engager sur un plan d'investissement qui soit important sur les énergies renouvelables et notamment un plan d'investissement au niveau français. Et le deuxième point, c'est de faire des efforts sur la question de l'essence, dans la mesure où c'est pas là où ils font la plupart du temps leurs bénéfices en France. Dernier point, messieurs, avant qu'on passe au deuxième sujet de ce débat, de cette soirée. Il y a aussi, dans la proposition des sénateurs hier pour le paquet de loi en pouvoir d'achat, un coup de pouce de 150 € pour les gens qui percevraient la fameuse prime d'activité. Oui, mais ces 150 €, on les prend des 100 € de la prime de rentrée aux plus pauvres. Comment est-ce que
dans ces conditions, on redonne du pouvoir d'achat aux Français. On redonne du pouvoir d'achat aux Français qui travaillent, c'est très bien. Pourquoi est-ce qu'on enlève du pouvoir d'achat aux Français qui n'en ont déjà pas? Pourquoi est-ce que c'est antinomique? Est-ce que vous, politologue Dorian Dreuil, vous pouvez m'expliquer ce qu'il en est? Oui, je pense qu'il y a une difficulté pour le gouvernement aujourd'hui, qui est à la fois de répondre à cette urgence de donner plus, redistribuer plus, ou en tout cas donner ce coup de pouce, flécher ce coup de pouce, ce qui n'est jamais simple d'ailleurs, hein, quand on a ce type euh, voilà, de coup de pouce, le flécher pour les bonnes personnes et faire en sorte que ça arrive au bout est très compliqué. Et en même temps, un deuxième effet, qui est presque contraire, qui est celui de commencer à parler de la dette publique, à clore d'une certaine manière le quoi qu'il en coûte, pour mettre fin, entre guillemets, à cette période où on a eu le sentiment, qui avait commencé un peu avec la crise des Gilets jaunes, hein, Mhm. on peut faire tourner la planche à billets, on peut sortir le chéquier. Et donc il y a cette difficulté de trouver l'équilibre entre aider les ménages les plus modestes et les plus pauvres, sans forcément décourager ceux qui travaillent, et trouver cet équilibre de finances publiques à Allez, une on enchaîne. période où on a une difficulté là-dessus. Europe Soir Weekend, informez-vous avec Jeanne Baron sur Europe 1. Allez, l'autre sujet du jour, c'est la fameuse création du terminal méthanier au Havre. Création de ce terminal méthanier pour acheminer du gaz naturel liquéfié. Vous savez, le gaz de schiste qui viendrait des États-Unis notamment. Et c'est Total Energy qui vient d'être retenu pour ce terminal. Une question d'abord, messieurs. Est-ce que en participant à une réduction, à une ristourne à la pompe de Total, c'était aussi le fait d'amortir, de s'assurer la pérennisation de cette construction du terminal méthanier? C'était le point que je soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire que Total doit faire des investissements qui sont très importants. William T. Mais la difficulté qu'on vit dans l'époque actuelle, c'est qu'en fait, on doit donner un message qui est clair, alors qu'en fait, les réponses politiques doivent être très nuancées. Ça veut dire qu'il faut répondre à un objectif climatique, mais en même temps, si vous voulez répondre à un objectif climatique à court terme sans les progrès technologiques, vous arrivez à une décroissance. Et en même temps, si vous avez une décroissance, vous ne soutenez pas le pouvoir d'achat des classes moyennes, des classes populaires. Je pense que la situation est très compliquée, et notamment sur la question du gaz de schiste, parce qu'en même temps, c'est le paradoxe français, on a inscrit dans la Constitution le principe de précaution qui nous interdit d'explorer les gaz de schiste en France pour finalement les importer aux États-Unis. Mais bon, on a plein d'objectifs contradictoires comme ça, comme sur la question du pétrole en Russie, etc. Mais donc, il faut adopter une ligne qui est plutôt claire. Moi, je pense que sur cette question-là, il faut adopter une logique qui soit claire pour ne pas décourager les consommateurs et les citoyens français. On voit notamment qu'il y a une grande proportion de psychologie dans les politiques publiques. Moi, je prends un exemple qui est assez marquant. Quand Donald Trump a été élu le 4 novembre 2016, les demandes de visa envers les États-Unis ont baissé de 75%, alors qu'il n'était pas président des États-Unis. C'est-à-dire que les gens intériorisent un événement politique ou une déclaration publique dans leur comportement. Si par cas, le gouvernement déclare le rationnement, déclare qu'on veut respecter les impératifs écologiques, les Français vont s'adapter à ça. Et donc, du coup, comme notre modèle est basé sur la consommation, ils vont moins consommer, ce qui va détruire le peu d'économie française qui nous reste. Moi, je pense qu'il faut partir sur une logique. C'est-à-dire qu'il faut partir sur une logique de production. Il faut partir sur une logique de recherche. C'est-à-dire que tant qu'on ne met pas sur la production et sur la recherche, on n'arrivera pas à arriver sur nos contraintes. Et d'abord, c'est le premier temps. C'est-à-dire qu'il faut décomposer, donner une vision et des perspectives aux Français. On a 2-3 ans qui vont être très difficiles, sur lesquels on doit produire, ne pas respecter certains engagements qu'on a passés. Vous voulez dire écologique notamment? Écologique notamment, et même si on a été à l'initiative des accords de Paris de la COP21, et ensuite on passera sur les éléments nécessaires. Mais pour investir et pour arriver sur un niveau de recherche qui soit assez mature, il faut qu'on ait une production qui soit importante. Moi, je prends un chiffre pour donner aux Français. Dans les années 70, les Français, en termes de PIB par habitant, gagnaient autant que les Allemands et les Américains. Maintenant, les Américains gagnent 2 fois plus par tête, donc par habitant, que les Français. Et c'est pour ça qu'on a autant de problèmes de pouvoir d'achat, c'est parce que les Français ne gagnent pas assez, en fait, et ne produisent pas assez de richesses. Vous parliez justement de richesse et de produire plus. Ce terminal méthanier, il devrait produire environ 10% de la consommation annuelle selon la préfecture. Est-ce que, Dorian Dreuil, pour vous, c'est suffisant? C'est suffisant déjà pour se chauffer, et puis c'est suffisant pour s'enrichir un peu? Alors le deuxième chiffre qui est dans la continuité de celui que vous évoquez, c'est aussi que ça correspond, d'après les déclarations de Total Energy, à 60% du gaz importé russe en 2021. Et ce qu'on peut rappeler peut-être aux gens qui nous écoutent, c'est que c'est pas une première ni une nouveauté. Il y a déjà quatre terminaux portuaires qui sont en capacité d'accueillir d'importer du GNL, du gaz liquéfié. Donc il y a
un enjeu, je pense, et c'est ce que vous disiez, William T, il y a un enjeu de court terme, en fait. On a l'impression qu'il y a quelque chose de très court-termiste, de répondre à la crise de souveraineté énergétique à laquelle on fait face, qui est la conséquence directe du conflit en Ukraine, et dont on devine, pressent, que l'enjeu avec la Russie sur le gaz va perdurer, va s'accentuer. Donc il y a comme j'ai plutôt le sentiment qu'on manque d'anticipation, en fait, on manque de temps long, Comme on toujours. manque de prospective, on manque de planification, et qu'on doit répondre à des solutions dans l'urgence, et une urgence qui est très, très resserrée, puisque on a ce risque de pénurie à décembre, et ce terminal, il sera opérationnel qu'en 2023. Mais en vérité, est-ce que ça veut dire que ce terminal, contrairement à ce qui a été annoncé, ça ne sera pas provisoire? C'est pas possible. La guerre en Ukraine, elle ne va pas finir dans 2 mois, Non, vraisemblablement. il devra répondre à des conséquences qui vont durer dans le temps. Et on le sait aujourd'hui que le conflit en Ukraine, non seulement n'a pas de voie d'issue à court terme, mais va entraîner des déstabilisations qui vont avoir des impacts sur les décennies à venir. On est vraiment sur cette thématique du « et en même temps ». Comment est-ce qu'on fait pour les contraintes énergétiques avec le réchauffement climatique? On subit un été extraordinairement chaud. On va cette semaine entrer dans la 3e vague de canicule depuis le début de l'été. C'est extraordinaire et on est obligé, parce qu'on est obligé vraisemblablement, d'importer du gaz naturel liquéfié, qui est du gaz de schiste, qui est extrêmement polluant. William T, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Il faut s'asseoir sur les objectifs écologiques. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire ça? Je sais que ce que je dis n'est pas forcément... Non, mais c'est quoi? Ça veut dire on meurt comment? On meurt lentement ou on meurt plus À vite? 42, à 43, à 45 degrés. La difficulté, c'est que si on ne prend pas cette mesure-là, le gouvernement ne tiendra pas. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne tiendra pas? Si par cas, les Français doivent se rationner sur le plan électrique, je ne parle même pas de pétrole et de gaz. Et on devra le faire. Et on devra le faire. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que des Français puissent ne pas allumer leur machine à laver ou l'électricité, leur lumière à certains moments de la journée. Si on part sur un rationnement qui est important, je n'ai pas la connaissance exacte du parc nucléaire, je sais qu'il y a une partie qui est en maintenance, mais on ne sait pas ce qui sera opérationnel en décembre. Si par cas on doit faire ça, et qu'en plus on doit activer la solidarité européenne, parce que les autres pays sont en pénurie, donc du coup la France éventuellement se porte garante et donc soutiendra les autres pays. Et l'Allemagne est particulièrement dépendante du gaz russe. Et même certains d'autres pays sont dépendants sur l'électricité électrique. Si par cas on fait ça et que le gouvernement n'est pas capable de répondre à des besoins immédiats de la population, il est vraisemblable qu'on arrive à un acte de Gilets jaunes 2, sauf que cette fois-ci, Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue. Et donc le gouvernement tombe, et c'est même pas exclu que le président ne tienne pas. Dans la mesure où le gouvernement qui participera en opposition pourrait ne pas former de gouvernement de coalition avec Emmanuel Macron. En tout cas, doit refuser d'avoir un Premier ministre tant qu'il sera là. Donc si par cas le gouvernement veut tenir à court terme, il est obligé de répondre à cette problématique en s'asseyant sur ses principes, même si c'était son cœur de doctrine. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir assez de production. C'est-à-dire qu'il faut que la France soit indépendante sur le plan énergétique. Ça veut dire qu'on s'assoit sur un deuxième principe. Et c'est là où on est assez contradictoire. C'est-à-dire qu'on refuse le gaz russe en raison des inactions de Vladimir Poutine en Ukraine, mais en même temps, il faut accepter le gaz et les énergies fossiles des pays du Golfe qui ne sont pas forcément des démocraties libérales et qui sont respectueuses des droits de l'homme. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et ensuite, après, il faut également voir les pays du Maghreb sur lesquels on a une relation qui est très compliquée. Je pense notamment à l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, sans quoi on n'est pas totalement indépendant, on ne sera pas en capacité de subvenir à nos besoins. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, après, on a un troisième élément, c'est est-ce qu'on respecte la solidarité européenne et est-ce qu'on partage notre énergie avec les Allemands et avec les Italiens, notamment avec les Allemands, sans quoi vraisemblablement l'économie allemande coule. Vraisemblablement, les Français pourraient se dire il faut faire couler l'Allemagne dans la mesure où on a des besoins énergétiques importants. Mais si l'Allemagne coule, alors que c'est le principal locomotive européenne, il est vraisemblable qu'on arrive en crise économique européenne. Donc j'essaie d'exposer tous les arguments et toute la difficulté du raisonnement sur ce plan-là. Mais c'est très intéressant, William T. Je pense que vraiment le gouvernement n'a pas le choix. Dorian Dreux, est-ce que vous rejoignez William T? C'est presque alarmiste. Merci beaucoup. 18h52, c'est dramatique. Merci beaucoup, William T. C'est vrai que le samedi soir va pas être joyeux après cet échange. Non, je suis plus nuancé sur la capacité de la société française aujourd'hui à accepter de nouvelles conséquences fortes de cet ensemble de crises dans son quotidien. Je ne pense pas
que notre société soit capable d'encaisser ce choc nouveau, sachant qu'on a une société qui est hyper choquée depuis 2019. Avec les crises successives. Les crises s'enchaînent, les crises successives. On parle de vagues de chaleur maintenant, après avoir parlé de vagues épidémiques. On a comme ça, je pense, des citoyens et surtout des classes populaires et des classes moyennes qui ne voient pas le bout en fait de qu'est-ce que ça va être après, puisque il y a eu d'abord des manifestations, des violences, après il y a eu le virus, et puis il y a eu la guerre qui revient, et autant on a un mouvement d'acceptation de plus en plus rapide, hein. On s'accommode du virus, on s'accommode de la guerre aux portes de l'Europe, on s'y habitue presque, mais il y a ce sentiment de qu'est-ce que ça va être la prochaine grande crise, et combien de temps je vais accepter que ça impacte directement mon quotidien sans voir de lendemain meilleur. Et aujourd'hui, le politique a du mal, l'ensemble du personnel politique a du mal à proposer ce demain meilleur, cet horizon, cet accompagnement aux gens à se projeter dans leur avenir, dans les quelques années à venir, sachant qu'on a du mal aujourd'hui à se projeter dans les quelques mois en fait. On aura compris qu'on est loin des lendemains qui chantent, mais vous l'avez très justement dit tout à l'heure, on manque d'anticipation. Alors cette question, et ce sera, messieurs, probablement la dernière question de ce débat de ce soir, comment est-ce qu'on fait pour anticiper les grandes crises qui nous attendent? Et c'est à court terme. On parle notamment de cette crise sur l'énergie et sur l'électricité cet hiver. Donc comment est-ce qu'on fait aussi pour les gens qui nous écoutent à domicile? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on a travaillé sur un document au début de l'année qui détaille les grandes mutations mondiales. Vous avez des mutations économiques, c'est-à-dire que vous avez un changement d'ère économique, c'est-à-dire que les théories économiques qui étaient passées ne sont plus les bonnes. On le voit notamment sur la politique budgétaire et monétaire américaine ou celle chinoise, qui sont complètement différentes des précédentes crises. C'est-à-dire que si par cas, on veut anticiper les prochaines crises avec les remèdes actuels, ça ne marchera pas. Donc il faut trouver des nouveaux remèdes et anticiper sur quelles sont les nouvelles logiques économiques. Ensuite, après, vous avez une transformation géopolitique, notamment parce que l'ère mondiale est marquée par un nouveau conflit entre la Chine et les États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut lire toutes les relations internationales sous le prisme du conflit entre la Chine et les États-Unis. Même la guerre entre la Russie et l'Ukraine ou ce qui va se passer à Taïwan doit se lire sous cette lecture. Donc il faut anticiper cette question-là. Il y a une troisième chose, c'est que nous avons des événements naturels qui sont de plus en plus importants. On sait que maintenant, avec l'exploitation agricole, vous aurez des chances de maladies qui sont beaucoup plus récurrentes. Donc si par cas, tout le monde le sait, c'est-à-dire que tous les pouvoirs publics le savent, c'est-à-dire qu'il faut anticiper le reste, que vous avez plus de chances de coronavirus ou de maladies provenant de l'animal qui sont de plus en plus importantes. Vous avez le réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique, au-delà de la question de l'augmentation des températures, augmente le nombre de risques de catastrophes naturelles. Donc il faut prendre ça en compte dans les logiques de pouvoir public. Vous avez des mutations, notamment d'un point de vue démographique, parce que les personnes sont dans des zones qui sont de plus en plus instables, l'Ukraine, les pays du Moyen-Orient, l'Afrique, et donc du coup vous avez des vagues migratoires qui vont arriver dans les prochaines années. C'est-à-dire qu'il y a des questions migratoires qui ont été abordées sur l'élection présidentielle, mais les vagues migratoires dans les années à venir et dans les décennies à venir vont être beaucoup plus importantes que ce qu'on assiste actuellement. Après, il y a un cinquième point, c'est les nouveaux risques. Les nouveaux risques, c'est-à-dire que maintenant les risques sécuritaires, etc., sont beaucoup plus différents parce que vous avez une mondialisation, donc vous avez une internationale du crime, une internationale du terrorisme, etc. Donc il faut prendre en compte le fait que les pouvoirs publics doivent davantage se coordonner, notamment sur le plan européen. Donc une fois que j'ai dit ça, j'ai exposé l'ensemble des éléments, et pour ça je pense que sur chacun des points, en fait, il faut adopter une ligne qui est claire. Peut-être qu'on se trompera, mais au moins garder un seul cap et ne pas varier. Parce que c'est en changeant de cap toutes les semaines qu'on n'est pas en capacité d'être fort. Parce qu'en fait, quand vous changez de cap, l'administration ne comprend pas. Je pense que vous connaissez parfaitement ce sujet-là. Mais en fait, l'administration est pas liée, est pas douée pour être adaptive. Et donc, du coup, si par cas vous avez une ligne claire, vous êtes capable de vous projeter et d'investir dessus. Dorian, il faut faire tomber, je pense, les murs entre les analystes, les intellectuels et le monde politique. Un mur qui n'existe pas dans d'autres pays que vous venez de citer, William T., que ce soit l'Allemagne ou les États-Unis, où il existe et on écoute surtout les analystes, les think tanks, les fondations, tout ce monde-là qui pullule de talents en France penseurs, et qui ne sont pas soumis à l'impératif du pouvoir, l'impératif de l'élection, l'impératif du temps court, qui pensent, qui analysent, qui regardent le monde, qui comprennent les grandes mutations du monde. Et c'est vers ce secteur-là, c'est ce dont ces gens-là doivent se nourrir, le personnel politique aujourd'hui, pour penser sur le temps long et penser aux prochaines générations. Merci beaucoup, messieurs, pour la qualité de ces échanges de ce soir. William T., président du think tank Le Millénaire, Dorian Dreuil, politologue, membre de l'Institut Jean Jaurès et président de l'ONG À Voter. Dans quelques instants, vous restez bien avec nous. On continue, on se parlera de ce premier centre de vaccination contre la variole du singe. Et oui, un nouveau virus qui est là, c'est Touvaire, dans le 13e arrondissement de Paris. À tout de suite.